Bonjour. Ça va vous? Ah cool, t'es là toi aussi. Pas sympa. J'ai mon fan club qui commence à être là, c'est trop bien. Bon, pour les personnes qui étaient venues la semaine dernière, non, il y a 2 mois, mais au dernier meet-up, normalement, on avait parlé du coup d'art algorithmique. Je trouve que c'est un parfait résumé de cette présentation. Sauf que, donc, a priori, ça s'était bien passé, mais enfin, j'ai deux passions dans la vie. Enfin, j'adore l'informatique, mais il y a aussi une deuxième chose que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez une petite idée? Le chocolat? Pensez plus simple. Le pognon. J'aime le pognon. Et finalement, cet amour du pognon me pousse aussi à une chose au sein d'Equino. Bah, en fait, c'est tout simplement de monter en grade, hein, très important. Un, parce que ça va me permettre de porter un aussi beau costume, alors que là, bon, je suis fragué un peu n'importe comment. Et deux, ça me permet d'avoir plus de pognon. Mais le seul problème, c'est que pour ça, bah, en fait, j'ai besoin de rayonner. C'est important justement d'avoir, de montrer justement ce qu'on sait faire, etc. Et vu que j'appartiens au pôle Node.js aujourd'hui, bah, en fait, il m'a paru finalement important de faire une présentation qui soit adaptée à ce pôle, qui est finalement pourquoi JavaScript, c'est de la merde. Ouais, j'ai peut-être pas très bien choisi mon sujet, mais bon, j'espère que ça va faire quand même une promotion. Donc du coup, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amu ou Florian, ça dépend des jours. Donc je suis senior backend engineer, je suis spécialisé JavaScript et TypeScript, donc comme quoi je vais insulter le truc que je fais au quotidien, vraiment mon petit côté sadomasochiste, enfin surtout masochiste qui ressort. Les liens habituels, mais on s'en fout. Et par contre, si jamais vous vous ennuyez, sur le blog d'Equino, j'ai posté un superbe article sur lequel j'ai fait un compilateur brainfuck en utilisant uniquement le système de type de TypeScript. Ça n'a aucun intérêt, mais quand même c'est sympa de flexer un peu, donc c'est un petit plaisir. Donc du coup, normalement, cette présentation, vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer? J'ai vu un peu le titre. Déjà, qui sont les personnes qui aiment JavaScript ici? Enfin, qui sont... allez-y, levez la main si vous aimez JavaScript. Ok, levez la main si vous n'aimez pas JavaScript. Ok, donc littéralement, en fait, vous êtes là, vous êtes exactement là pour me voir finalement défoncer JavaScript, comme ce ski va être défoncé finalement par un mixeur. J'ai ressorti les vidéos d'il y a 15 ans, ça me manquait. Voilà. J'aime bien ces trucs-là. Donc du coup, normalement, vous attendez dans cette présentation à ce que je vous sorte des trucs un petit peu genre « ça fait quoi cette expression en JavaScript ?» Personne? Tentative? T'as dit quoi? Ah, j'ai entendu Anan, et effectivement c'est Anan, et là du coup à ce moment-là, waouh, incroyable, c'est magique et tout, waouh, vous avez vu, dis donc un petit peu. Donc normalement à ce moment-là, il va se passer un autre truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui va se ramener en mode premier de la classe pour dire, ouais mais en fait si tu prends la norme ECMAScript, et ben en fait c'est exactement détaillé comment ça fonctionne, et du coup c'est extrêmement simple. Sauf que du coup, à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui va dire « Ah bah oui, mais en fait, si tu prends n'importe quel langage, finalement, il y a des conneries dans tous les langages, donc finalement, JavaScript, c'est pas plus merdique qu'un autre. Bref, on va se bagarrer pendant une demi-heure, et moi, vous savez, je suis en congé demain, donc ce soir, j'ai la flemme. » Donc du coup, j'ai décidé de prendre une autre approche, parce que je suis assez certain que vous avez lu ce titre en vous disant « c'est rigolo, il va défoncer JavaScript, etc. » En fait, il y a trois façons de lire ce titre. Il y a effectivement celle-là. Il y a l'autre façon de dire, de le lire en mode mais en fait, c'est complètement con. Mais ouais, pourquoi vous dites que JavaScript c'est de la merde tous les jours? Bah non, c'est pas de la merde. Et moi, c'est pas non plus cette approche-là, je m'en fous. Moi, je suis plutôt dans l'approche un petit peu finalement scientifique pour essayer de déterminer si finalement JavaScript est réellement de la merde en le définissant par la science. Donc oui, effectivement, c'est peut-être un peu clickbait. J'espère que vous m'en voudrez pas. Enfin, du coup, piège à clic, comme diraient nos collègues francophones. Mais voilà, donc du coup, pour commencer un petit peu réellement cette présentation, on va attaquer par les bases. Parce que c'est important quand même. Donc la première chose pour les bases, on va parler des paradigmes de programmation. Et est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qu'un paradigme? Vous avez vraiment la flemme ou... Ok, très bien, personne? Eh ben, très bien. Bah, en fait, un paradigme, on peut le définir finalement par un ensemble de règles qui vont définir justement des familles de langages. Et ces familles, dans les langages connus, enfin dans les langages populaires aujourd'hui, on va retrouver 6 grandes familles. Considérez pas programmation déclarative, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé. La programmation impérative, si vous ne connaissez pas vraiment, bah en fait, c'est tout simplement dire qu'un programme, c'est une séquence d'instructions. C'est comme dire le ciel est bleu ou la mer est bleue. Bon, bah, pour nous, finalement, c'est un petit peu le truc le plus simple. C'est ce qu'on retrouve dans énormément de langages aujourd'hui.
L'APO, la programmation orientée objet, on est plus dans une, enfin, on est un peu dans une séquence d'instructions, mais aussi on est dans le mode, je vais décrire comment mes objets interagissent entre eux. Comment est-ce que finalement l'objet voiture interagit avec l'objet pneu, ou plutôt l'objet roue, puisque voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on va retrouver Java, C Sharp, etc. Et JavaScript aussi, qui est finalement un peu lié à ce truc-là. De quoi? Non, je ne mets pas PHP dans ce truc-là, j'ai arrêté. Je suis là pour tacler PHP aussi. La programmation descriptive, est-ce que quelqu'un connaît ce truc-là? En fait, c'est tout simplement décrire ce qu'on veut obtenir. Ouais, donc déjà, sur le papier, c'est complètement con. Et on a un parfait exemple qui est le HTML. Parce que le HTML, on va dire, en fait, je veux que mes données soient un peu structurées de telle façon. Le CSS, on va lui appliquer une mise en forme. Mais en fait, on ne donne jamais réellement des instructions de ce qu'on veut dessiner à l'écran. C'est vraiment, en fait, on va partir du résultat et on laisse le navigateur l'exécuter. Donc oui, le HTML est un langage de programmation. Attention, on peut se bagarrer. Procédural, c'est comme la programmation impérative, sauf que c'est pour les vieux avec des goto. Donc on va retrouver vraiment tous les trucs de vieux. Je l'ai mis là, le PHP. J'y ai pensé. La programmation orientée prototype, c'est comme la POO, la programmation orientée objet, sauf qu'en fait, on n'a pas de classe, donc tout simplement, on a pris des objets de base, on les hérite au fur et à mesure. Et là, on retrouve notre meilleur ami, le JavaScript. Il est tout seul. J'ai cherché, j'ai maintenant tous les trucs qui sont morts. Programmation fonctionnelle, c'est un peu le truc d'élitiste, c'est pour dire, ah ouais, un programme, c'est des fonctions mathématiques qui fonctionnent ensemble, voilà. Et on va retrouver aussi des langages un petit peu de cinglés, genre le Lisp, hein, l'OCaml, mais surtout on va retrouver typiquement le Java, le C Sharp et le JavaScript, qui en fait sont des langages qui vont justement avoir plusieurs paradigmes, parce qu'un langage peut répondre justement à plusieurs choses. Et le PHP, c'est ça? Le Java respecte justement les 5 règles de la programmation fonctionnelle de mémoire. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. C'est important, on va parler de beaucoup de science aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on trouve justement dans les choses un petit peu populaires. Sauf que si on prend justement réellement ce qu'il y a, en fait, il y a une pléthore de paradigmes, dont notamment mes petits préférés, la programmation chimique, ça existe, hein, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a aussi la programmation orientée pile, orientée sujet, orientée flux de données, enfin, ils ont tout orienté, donc... Mais voilà, donc ça va être un petit peu ce qu'on va avoir besoin comme connaissance sur les paradigmes. La deuxième chose, c'est plutôt des notions de typage, hein, parce qu'on aime typer, et on a vraiment deux trucs qui sont importants. C'est vraiment le typage dit fort, hein, dans lequel on n'a pas le droit de comparer, par exemple, la lettre A et le chiffre 1, et on a les langages dits à typage faible, où là, c'est autorisé. De l'autre côté, il y a aussi deux autres trucs qui sont possibles. J'ai cru entendre l'escalier, je crois qu'il y avait une nouvelle personne qui allait monter, trop déçu. Et on va avoir le typage statique, où là, tout simplement, s'il y a des erreurs de typage, c'est levé à la compilation, à l'exécution. On retrouve des trucs un peu civilisés, genre Rust, Ada et Pascal, je ne sais pas trop quand même. Typage faible, voilà, le C++, effectivement, est un langage à typage faible, puisqu'on peut comparer des shorts et des int. Ça paraît très bizarre pour les anciens, mais désolé pour vous. Et on va retrouver effectivement les langages un peu plus stupides, où là, il n'y a pas d'erreur de typage. Donc forcément, pas d'erreur de typage plus typage faible égale JavaScript. Donc clairement, si on prend ce tableau, finalement, d'un côté, on a genre les langages pour personnes sérieuses, et de l'autre côté, on a vraiment les clowns. Bon, vous voyez dans quelle catégorie je me classe finalement. C'est tout ce qu'on a pour les bases. Ça va à peu près jusqu'ici? Vous n'êtes pas perdus? Ok, donc là c'est bon, on a fait la maternelle. Maintenant, on va passer directement à la science. Ah bah ouais, directement la carrière de chercheur après la maternelle, on va être bien. Donc, pour répondre un petit peu à toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que JavaScript c'est de la merde, on va essayer finalement d'étendre un petit peu la question à plusieurs questionnements différents qu'on va axer justement sur les langages de programmation en général. Pour se répondre à ces questions, je me suis basé sur quelques papiers scientifiques, donc quand même ça fait sérieux à peu près. Et la première question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est quelles sont les caractéristiques d'un bon langage? Est-ce que quelqu'un a une petite idée de ce truc-là? Oui, le cinglé qui répond à cette question, déjà, c'est costaud. Donc, du coup, pour cela, je me suis basé sur cette magnifique étude, A Large Case Study of Programming Languages and Code Quality in GitHub. Déjà, le nom est beaucoup trop long, c'est une vraie étude. Et c'est une étude de 2017. Donc cette étude-là, déjà, elle est très intéressante parce qu'en fait, il y a des chiffres et des jolis diagrammes de partout. Moi, j'aime bien les images, c'est important. Et surtout, vous savez qu'en fait, c'est une étude qui est extrêmement sérieuse, notamment parce qu'en fait, il y a des chiffres en notation scientifique. Donc ça, c'est sûr que du coup, c'est la science. Très, très important.
Ah bah ouais, il faut vérifier quand même. Donc cette étude, en fait, elle va justement nous amener quatre grandes conclusions, entre guillemets. La première, c'est que tout ce qui va être annoncé, je détaille d'abord comment ça fonctionne. Malin. Donc cette étude, on est parti, enfin les chercheurs et les chercheuses sont partis de GitHub, ils ont pris justement les 50 repos les plus populaires par langage, et ils ont récupéré toutes les issues de ces repos. À partir de ça, vu qu'on est en 2017, on ne pouvait pas utiliser de l'intelligence artificielle, donc on faisait à l'époque du NLP justement pour classer un petit peu ces issues par catégorie, et on utilisait aussi une vieille recherche par mots-clés dégueulasse, parce que comme ça permettait justement d'avoir un peu une comparaison entre deux méthodes de travail. Ce truc-là, ça donnait un jeu de données, et ce jeu de données, ça donne du coup des super diagrammes pour passer pour une personne sérieuse en soirée. Donc, les 4 conclusions, cette fois-ci on y est. La première, c'est que faire du fonctionnel, finalement, c'est quand même vachement mieux que faire du procédural. Alors ça, sur le papier, ça me semblait logique aussi. La deuxième, le typage fort, c'est mieux que le typage faible. Bon, encore une fois, pour le moment, on est vraiment sur l'eau mouille, très important. Typage statique, mieux que typage dynamique. Toujours plus loin, vraiment, les vérités sont dites. Et donc, petit bonus, tous les langages à gestion automatique de la mémoire, donc avec garbage collector, etc., sont généralement ont moins d'issues que les langages à gestion manuelle. Effectivement, on peut dire que les personnes qui font du C et du C++ sont des gros porcs. Bon, voilà, ça a été vérifié. On peut le dire aujourd'hui. Et c'est la science. Si on applique un petit peu ces conclusions à notre meilleur ami JavaScript, qu'est-ce qui va se passer ? Le premier, finalement, on est bon. Le deuxième et le troisième, on a bien vu que finalement, on est des clowns, donc ça, c'est foutu. Et le quatrième, c'est bien, il y a un garbage collector. Donc finalement, 2 sur 4, bon, c'est pas ouf, mais c'est pas le pire langage du monde non plus, JS, en tout cas, d'après cette étude-là. Deuxième question qu'on va se poser maintenant, ça va être, quels sont les langages populaires ? Et du coup, en attendant, moi j'ai besoin de boire un peu d'eau puisque je commence déjà à sécher, donc... Get out. Fuck out. C'est tout. C'est juste pour faire ma pause. Mais maintenant, les gens qui me connaissent commencent à prendre l'habitude. Retour au sérieux. Analyzing Programming Languages by Community Characteristics on GitHub and Stack Overflow, une étude de 2020. On est un peu plus récent. Donc, cette fois-ci, je rappelle comment définir que les langages de programmation sont populaires. En fait, on va tout simplement récupérer plein de métriques différentes sur plein de choses différentes liées à GitHub et tous les posts de Stack Overflow. Donc, on est à peu près à 120 gigas de données. Et on va en déduire justement énormément de métriques. Donc, les 4 choses les plus importantes, ça va être un score de disponibilité des personnes, un score de popularité, un score de demande, donc dans le sens offre et demande. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé une meilleure traduction. Et un score d'engagement de la communauté. Donc à partir de tout ça, ce que les chercheurs et chercheuses ont remarqué, c'est que dans le cas de JS, HTML et CSS, en fait, oui, c'est des langages qui ont une demande élevée des communautés assez impliquées. Bon, ok, pour le moment, là, on est sur des vérités assez simples. En même temps, en 2020, on continuait justement vraiment l'explosion du web à l'époque. C'est vrai que c'était le confinement en 2020. Putain, c'est vieux. Donc voilà, des langages type Dart-Ego, c'est des langages qui, justement, ont une demande qui est élevée, des communautés qui sont très impliquées. Donc en général, on est vraiment sur des personnes qui aiment leur langage et qui le défendent corps et âme. Ah non, mais PHP, ils sont juste après. PHP, c'est Sharp. Vous avez vu, je vous ai trouvé un copain avec. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Eh bien, PHP et C Sharp, ce sont des langages de popularité décroissante, mais de demande constante. Je suis désolé, hein, vraiment. La science. Je vous envoie le papier si vous voulez, c'est pas moi. Et enfin, les langages un petit peu d'élitistes, donc Ruby, Go, quoique Ruby élitiste, ouais. Go, Julia, Dart et Rust, c'est les langages qui en général n'ont pas forcément de la demande en particulier, enfin excepté Dart et Go, mais qui vraiment ont des communautés qui sont très impliquées. Donc dans le sens qu'en général, les personnes qui font ces langages-là vont justement être énormément sur Stack Overflow, sur GitHub, pour aider un petit peu tout le monde, etc. Donc en général, c'est des personnes qui répondent énormément et qui sont là pour aider. Ouais, désolé, PHP, vous n'êtes pas dedans, mais JavaScript non plus, on n'est pas dedans. La science. Troisième chose. Alors, des études sur ce genre de questions, clairement, j'ai passé des heures déjà à chercher juste les études. Donc clairement, j'ai épongé Arxiv et d'autres moteurs de recherche pour essayer justement de trouver des trucs intéressants.
Bref, la vraie question finalement que tout le monde se pose, c'est pourquoi un langage est populaire? Qu'est-ce qui fait que finalement un langage est plus populaire qu'un autre? La science y a répondu, mais malheureusement en 2013 cette fois-ci. Donc à prendre avec des pincettes. Je suis désolé, on est sur 12 ans d'âge, mais... Donc voilà, c'est nommé tout simplement empirical analysis. Alors pareil, une analyse empirique en plus de ça, donc vraiment la pire des sciences, de l'adoption des langages de programmation. Ce truc-là, moi c'est l'étude que j'ai le plus aimée, parce qu'en fait ils sont partis sur plein de sources de données, donc aussi bien justement des métadonnées de repos, que d'enquêtes, de sondages, de choses comme ça. Oui, bah désolé, 2013, oui, j'aurais bien aimé mettre GitHub moi aussi, mais malheureusement c'était SourceForge dans l'étude, donc faudrait la refaire. Et à partir de tout ça, ils ont essayé de répondre à quatre grandes interrogations. C'est qu'est-ce qui fait la popularité d'un langage? Qu'est-ce qui fait justement qu'on choisit un langage? Comment on apprend un langage? Et surtout, quelles sont les croyances qu'on a sur les différents langages? Et pour répondre à ces quatre questions, bah, en fait, ils sont basés un petit peu sur tous les trucs dans tous les sens, etc. Je me suis embêté à faire cette animation, hein. Donc pensez-y. Le résumé de tout ça, c'est que, première grande conclusion, les développeurs et les développeurs changent rarement de famille de langage. Ce truc-là, ils l'ont prouvé justement en se basant sur notamment sur la partie SourceForge, en prenant les langages des projets actuels et les langages des projets suivants. Et en fait, ils ont remarqué que cette diagonale, c'est tout simplement, en fait, grosso modo, les gens sont sur les mêmes langages pour le projet suivant. On voit qu'il y a des petites lignes, enfin des petites colonnes qui se forment. Bon, on est sur Java, C++, et C. Je vous rappelle qu'on est en 2013. Hein. Donc à l'époque, c'était encore des trucs à peu près populaires. À peu près. Deuxième grande conclusion très importante. Les développeurs et les développeuses aiment justement les langages expressifs. Ce truc-là, ça a été prouvé justement en utilisant la corrélation entre this language as oh, j'y arrive plus. Bref, ça a été prouvé. Et justement, on a remarqué que en général, les personnes apprécient justement des langages avec lesquels on arrive justement à s'exprimer plus facilement. T'inquiète pas, tu peux monter. Troisième conclusion, et sûrement la plus importante, je m'en souviens même plus, mais je sais qu'elle est importante. C'est quoi? Les facteurs. Ah ouais, celle-là elle est bien. Les facteurs externes sont plus importants que les particularités techniques ou la simplicité. C'est un truc qui est très intéressant justement, où ils se sont amusés à faire trier dans plusieurs études, en fait, quels sont justement les facteurs qui vont permettre de choisir un langage. Et dans ce truc-là, on remarque que dans les premiers, on voit vraiment, ah bah, telle personne autour de moi l'utilise, tel ami l'utilise, et à la fin, on voit, ah bah, ce langage a telle feature, ou c'est un langage qui est simple à utiliser. Donc ça, c'est un truc qui est quand même assez intéressant, dans le sens que je me faisais une illusion que les développeurs et les développeuses étaient des gens intelligents. A priori, ce n'est pas le cas, puisque bon, si quelqu'un vous dit que JavaScript c'est de la merde, vous croirez que c'est de la merde. Cette transition, notamment parce que maintenant nous en avons fini avec les constats de la science, et nous allons appliquer un petit peu ce genre de choses à JavaScript. C'est beau quand même. Alors, JavaScript, il faut comprendre une chose, c'est que c'est un langage qui a longtemps été affecté par ce qu'on peut appeler les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ça va à peu près pour le moment? Vous les avez, les 4 cavaliers de l'Apocalypse ou pas, de JavaScript? Les trucs qui font vraiment que JavaScript est un langage dégueulasse. Exactement. C'est eux. J'ai hésité à venir en déguisement, mais non, en fait, vraiment dans les vieux trucs qui rendent le langage dégueulasse, on a bien évidemment le var, hein, avec la portée qui fait n'importe quoi. On a Brendan Eich, le créateur de JavaScript, qui, TLDR, est un salopard homophobe. Donc moi, personnellement, je ne le porte pas dans mon cœur, et aussi ses décisions techniques. On a aussi le callback L, donc le fait d'avoir des fonctions dans 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 des fonctions. Et on a le fameux égal égal. Celui-là, si vous voyez quelqu'un qui utilise égal égal et qui fait du JS, c'est une mauvaise personne. Pensez-y. Et ce truc-là, en fait, ça a longtemps tari le JavaScript, notamment parce que si justement on essaie de tracer un peu une frise chronologique, donc le JS, c'est né en 95. Ça commence à prendre un petit... On est sur les 30 ans du JS cette année. Oh, on va faire un anniversaire. Et en plus de ça, donc les 3 premières... donc on a une norme qui s'appelle ECMAScript qui définit justement les fonctionnalités du langage, et les 3 premières normes ont été définies justement en 97, 98 et 99.
Ensuite, il y a eu du travail sur ECMAScript 4 qui finalement n'a jamais été terminé et on est arrivé jusqu'à ECMAScript 5 qui a déjà été en 2009. Donc on remarque qu'il y a un petit gap quand même entre les deux. Et ensuite, il a fallu attendre 2015 pour avoir ECMAScript 6. Et TLDR, ECMAScript 6, c'est ce qui justement a redéfini correctement JavaScript, qui a corrigé énormément d'erreurs qui ont été accumulées au fur et à mesure des années et au fur et à mesure justement des normes. Et c'est ce qui a rendu justement pas mal de lettres de noblesse à JavaScript et qui a aussi permis d'avoir maintenant le TC39 qui régit justement le langage. Et à partir de 2015, là on a commencé à être des gens sérieux. Voilà. Une norme tous les ans. Vous avez ça sur PHP? Ouais, mais là c'est une norme. Hein. C'est sérieux. C'est un document qui est illisible et qui fait beaucoup trop de pages. En fait, si on prend justement un petit peu cette frise chronologique, en fait, toute la période justement de 95 à 2015, c'est un petit peu comme si par exemple on avait justement Schwarzenegger qui justement tournait des films d'action. Voilà, à l'époque, c'était un peu vraiment le bodybuilder à la mode qui faisait tous les films un peu énervés. Sauf qu'en fait, à un moment, il a changé de carrière et il est devenu finalement gouverneur de Californie. Et finalement, il en a souffert pas mal, puisque, outre le fait qu'il a pu justement s'imposer en politique, en fait, pour beaucoup de personnes, il était encore justement cet acteur un peu de film, un peu pâteau par moment, etc. Et ça le suivait même pendant sa carrière politique. Ce biais-là, enfin, ce truc-là, c'est ce qui s'appelle un biais, et c'est le biais d'ancrage. C'est en fait tout simplement rester sur sa première impression pour définir quelque chose. C'est un truc que moi j'ai totalement avec le PHP et le Python, je tiens à le préciser. Donc vous voyez, on quitte les PHP. Et ce biais d'ancrage, c'est un truc sur lequel il est important de travailler. Deuxième chose importante liée au JavaScript, j'ai fait une petite diapo rigolote dans laquelle j'ai pris la fonction de Fibonacci dans plein de langages différents. Vous avez vu, je me suis bien marré. Hein. Vous savez dire quel langage est quel langage, là? De quoi? Attendez, votre PHP, il est où? Non, mais il y a le PHP quelque part. Mais voilà, enfin, je pense que de toute façon, vous avez un petit peu le truc. C'est que j'ai quand même pris des langages qui sont assez différents, normalement, sur le papier. Mais en fait, dans les faits, finalement, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est... Franchement... attendez, on la refait. Ne me dites pas que vous voyez non plus énormément de différences entre chacun des exemples. Il y en a, ils ont mis un times, il y en a un autre, c'est palette, c'est var. Bref, c'est la même chose. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, regardez, je vous ai pris d'autres exemples. Alors, ceux-là, ils sont différents, effectivement. Et ça, c'est pas des langages populaires, ça, c'est des langages de merde. Donc, à gauche, on a le COBOL, utilisé dans les banques. Je pense que personne n'a envie d'en faire. Le brainfuck, dont je parlais tout à l'heure, vous voyez, ça, voilà, c'est trop exotique, personne n'utilisera ça. Le Lisp, c'est bon, normalement, c'est mort, on va arrêter d'en utiliser. Le x86, ok, là, on est sur de l'assembleur. C'est encore utilisé, mais on a des compilos pour créer ce genre de choses. Donc, clairement, tous les langages populaires aujourd'hui, en fait, finalement, ils se ressemblent énormément. Ils ont énormément de similitudes. Et dire que finalement, JavaScript, c'est un mauvais langage, c'est comme dire aussi que Python est un mauvais langage, que PHP est un mauvais langage, que C est un mauvais langage, que C++ est un mauvais langage, que C# est un mauvais langage. Bref, vous m'avez compris. Troisième chose, la théorie de la cour de récré. Vous connaissez un petit peu ou pas? C'est ma théorie, c'est moi qui l'ai créée. Je suis trop content. En fait, la théorie de la cour de récré, et qui est aussi appuyée un petit peu par les sciences sociales et la psychologie, dans une cour de récré, vous avez en général le cool kid. Le cool kid, c'est ce qui s'appelle un groupe émissaire. C'est la personne qui, justement, va en général rassembler un petit peu les opinions. De l'autre côté, vous avez le bouc émissaire. Donc, en général, c'est sur lui que, justement, tous les enfants tous les enfants vont le persécuter en général. Et au milieu, vous avez une personne lambda, parce qu'il nous fallait un sbire comme ça. Et ce qui va se passer, en général, le groupe émissaire, justement, par son aura et potentiellement par le fait de dire des choses qui sont juste entre guillemets cool, donc en l'occurrence de dire que JS c'est de la merde, qui va potentiellement à l'encontre d'une opinion populaire pour se donner un genre, etc., ça va justement attirer des personnes en plus, et ça va faire que justement, ils vont attirer de plus en plus de gens et répandre justement des opinions. Alors, fun fact, il est peut-être possible que cette diapositive, elle marche aussi avec ces descriptions-là. Ne m'en voulez pas. Ça m'a fait rire quand j'ai remarqué ça. Il fallait que je le mette. Voilà. Donc, en conclusion,
moi, de mon point de vue, JavaScript, c'est un langage de merde autant que tous les autres langages sont des langages de merde. Et il y avait un truc que dans un des papiers que j'ai pas mis, qui parle justement de, en fait, tous les langages finalement sont similaires, sont des langages en anglais qui suivent à peu près toutes les mêmes règles, etc. On n'a pas de langage en français, on n'a pas de langage en espagnol. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc en fait, finalement, le problème de est-ce que JavaScript est un langage de merde, je pense que finalement, il faut plutôt le réfléchir dans un autre sens de pourquoi est-ce que nous sommes des merdes, finalement, pour penser et pour devoir classifier en permanence les langages et dire que tel truc, c'est meilleur que tel autre truc. C'est tout pour moi.